Il fend les plaines du Languedoc, entre Toulouse et la Méditerranée. « 250 km de course vers la mer. Une soixantaine d'écluses. Un trait d'union magistral, creusé par l'homme en seulement 14 ans. Le canal du Midi est sans nul doute l'un des plus grands chefs-d'œuvre de génie civil de l'histoire de France. Jusqu'au XVIIe siècle, pour rallier la Méditerranée, les bateaux venus de l'Atlantique doivent traverser le détroit de Gibraltar, sous la menace des pirates. Un trajet long et périlleux. L'idée est donc de créer un raccourci. Une fois arrivés à Toulouse via la Garonne, les bateaux emprunteraient une voie d'eau artificielle pour rejoindre la Méditerranée. Ce raccourci, ils sont nombreux à en avoir rêvé. Dès l'Antiquité, l'empereur Auguste émet le premier cette idée. 800 ans plus tard, Charlemagne l'envisage à son tour. Au XVIe siècle, François Ier, puis Henri IV, veulent ce canal coûte que coûte. Mais tous renoncent. Ce chantier est trop cher, irréalisable. C'est finalement au XVIIe siècle qu'un petit notable du Languedoc va réussir l'impensable. Pierre-Paul Riquet, un simple gabelou, un collecteur d'impôts, que rien ne prédestinait à telle aventure. Après avoir convaincu Louis XIV de soutenir son projet fou, Riquet creuse en 1666 les premiers kilomètres de son canal et construit les premières écluses. Construites en forme d'olive, comme ici au hameau de Laval, ces écluses sont aujourd'hui l'un des symboles du canal du Midi. Au départ, les murs des écluses étaient droits, les bas-joyers, ce qu'on appelle, c'est les murs de chaque côté. Et puis les premières écluses se sont effondrées du côté quand il a commencé à Toulouse. Et donc très vite, il a modifié les murs des bas-joyers pour les rendre courbes, de manière à ce qu'ils soient plus résistants à la poussée de la terre lorsque l'écluse se vide. Aujourd'hui, ces écluses sont électrifiées. Mais elles fonctionnent toujours selon le système mis au point par Riquet au XVIIe siècle. Bonjour. Alors, il n'était pas tout seul, il était très bien entouré, puisque ce n'était pas son métier. Hein. Évidemment, toutes les questions hydrauliques, les questions de génie civil ne faisaient pas partie du tout à l'origine de sa formation, puisqu'il était gabelou. Mais quoi qu'il en soit, c'est un homme qui a su, c'est un visionnaire, un génie certainement. Mais au niveau technique, il était extrêmement bien entouré. Il n'a pas travaillé tout seul. Mais ces écluses ne sont qu'un aperçu du génie de Riquet. Car sa véritable prouesse se trouve un peu plus loin en aval. Il doit alimenter en eau son canal. Mais aucune rivière alentour, pas même la Garonne, n'est assez puissante pour le remplir. Riquet a alors une idée lumineuse. Il va capter les eaux de la Montagne Noire. Culminant à 1200 mètres d'altitude, cette montagne est réputée pour ses multiples torrents. Dont le débit est constant, hiver comme été. Le génie de Riquet, ça a été de comprendre que le château d'eau du système d'alimentation du canal se trouve ici. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Un système
très simple finalement, mais encore fallait-il y penser. Et lui y a pensé là où d'autres ont cherché des solutions beaucoup plus compliquées. Lui, il a compris qu'en captant une dizaine de cours d'eau, il pourrait avoir suffisamment d'eau pour alimenter son canal toute l'année. L'eau captée est ensuite stockée à 30 km de là. Dans ce réservoir, construit lui aussi par Riquet, le lac artificiel de Saint-Ferréol. C'était au XVIIe siècle le plus grand barrage d'Europe. Avec sa digue de 700 mètres de long. On raconte que sur ce chantier, les conditions de travail étaient plutôt avantageuses pour l'époque. Alors on a dit que Riquet a inventé la sécurité sociale, c'est certainement un grand mot. Mais quoi qu'il en soit, les ouvriers étaient payés quand ils étaient malades, quand il y avait des journées durant lesquelles ils ne pouvaient pas travailler pour des questions climatiques par exemple. Les ouvriers continuaient à être payés. Il fallait les motiver en fait à rester là parce que comme c'était des paysans, ces gens aussi avaient des contraintes aussi par rapport aux champs dans lesquels ils travaillaient, que ce soit la vigne un peu plus loin, que ce soit ici pour les moissons, etc. Donc il fallait qu'ils aient des motivations intéressantes pour venir travailler sur le canal du Midi, donc ce qui a été le cas. Depuis sa création, ce réservoir est la tour de contrôle du canal du Midi. Dès que le canal manque d'eau, Didier Bartas pénètre au cœur du barrage pour ouvrir les vannes. Là, on va alimenter le canal. Ça part direction canal du Midi et avec un transit de 18 heures à partir de là. Alors toute l'eau entre Toulouse et la Méditerranée vient de là? Elle vient de là, tout à fait. Plus le trafic est important, plus le canal doit être alimenté. Et chaque fois, le barrage semble rugir. Au 17e, ça a toujours été comme ça, c'était bruyant et c'est pas parce qu'on a changé les vannages qu'on a réglé le problème du bruit. Ça reste et c'est la vie d'un barrage, c'est le cœur, c'est son fonctionnement, c'est sa façon de s'exprimer. On entretient un ouvrage qui va avoir 350 ans et dans un état magnifique. Il a vieilli, il s'est bonifié, on va dire, mais je veux dire, l'ouvrage est resté dans son intégralité. On voit la masse de travail, la qualité des ouvrages, les voûtes, tout le système ne peut être qu'impressionné. Grâce à ce système d'alimentation, Riquet sait que son canal va pouvoir fonctionner. Mais pour qu'il devienne un axe commercial majeur, il voit les choses en grand. Il décide de créer en pleine campagne du Lauragais un port, digne des plus grandes cités maritimes. Au cœur du Lauragais, la ville de Castelnaudary est encore marquée par l'empreinte de ce port. Ce bassin de 7 hectares a été creusé par Riquet au pied de la cité. Riquet, effectivement, a complètement modifié la morphologie de ce secteur, puisque ici, on avait un vallon qui s'appelait le Pré de l'Étang, et on avait des champs et quelques jardins. Voilà. Donc, il crée véritablement un port offshore au milieu du Lauragais. Et c'est pas un petit port. On a l'ambition d'avoir là un point fixe où on va développer le commerce, les échanges. Mais derrière tout ça, c'est plus large, c'est-à-dire que l'activité va être réformée dans sa globalité. Ça sera plus simplement des charrettes qui vont se promener sur des routes qui sont dans des états donc pitoyables. Mais on va vraiment développer un commerce sécurisé, fluide, organisé. Juste à côté du port, aux écluses Saint-Roch, l'organisation mise en place par Riquet est en effet absolument parfaite. Il avait organisé également le transport des passagers avec un dispositif qu'on appelait la barque de poste. Alors poste, qui n'a absolument rien à voir avec la dimension courrier, c'était le côté en fait étape postillon. Et donc on avait 4 étapes.
on partait très tôt le matin de Toulouse, on avait une étape intermédiaire à Negras, et on arrivait le soir, ici, donc à l'écluse de Saint-Roch, à la couchée. Il y avait tous les besoins, tous les services nécessaires, donc l'hôtellerie, l'écurie, ici la chapelle qui permettait avec un prêtre de l'administration du canal, donc qui faisait les offices. Et le lendemain, on repartait avec un deuxième bateau qui attendait donc en bas des écluses. C'était une question de gain de temps, puisqu'un éclusage c'est 10 minutes, ça faisait 40 minutes. Et on avait calculé dans cette nécessité de rapidité que c'était plus simple de faire débarquer les gens et de les réembarquer. C'est vraiment la logique de la rationalisation. On perd le moins de temps possible. Ce canal, d'une efficacité remarquable, a pourtant bien failli ne jamais être terminé. Pendant les 14 ans que durent les travaux, Riquet finance en partie le chantier sur ses propres deniers. Mais il est au bord de la ruine. Un homme va alors le sauver. Pierre-Louis de Pénautier, un Languedocien lui aussi, propriétaire de manufactures de textiles. Il devient l'investisseur principal de Riquet, car il a besoin de son canal pour transporter ses draps. Il l'accueille fréquemment chez lui pour parler affaires, à 2 pas du canal. Au milieu des vignes du Cabardès, ce château appartient toujours aux descendants de Pénautier. On l'appelle le Versailles du Languedoc. Le château est très marqué par l'architecture et l'influence de Versailles. En cette fin du XVIIe, Pierre-Louis de Rèche de Pénautier est un homme très en vue à Versailles. C'est un homme important, c'est un homme très lié à Colbert et donc au roi. Et il va apporter avec lui, puisqu'il vit au moins la moitié de l'année à Paris, à Versailles, il va apporter avec lui les progrès à la fois techniques et architecturaux et artistiques de son temps. Et donc les 2 ailes qui sont rajoutées en 1670 sont, selon la tradition, dessinées par Levaux, premier grand architecte de Versailles. Et c'est l'une une orangerie, comme à Versailles, l'autre un salle de bal, comme dans un grand palais. Mais surtout, on a beaucoup de fenêtres. On a près de 120 fenêtres pour une 50aine de pièces dans le château. On peut dire que ce côté façade très étendue, très ouverte et très bien rythmée, c'est le style classique initié par Versailles. À l'intérieur aussi, tout rappelle en plus modeste le château de Louis XIV. Comme ces escaliers monumentaux. Ou encore, cette enfilade à la française, caractéristique des palais du XVIIe siècle. C'est un endroit dans lequel on reçoit beaucoup. On est vraiment dans une maison de pouvoir, de prestige, et on est plus comme un palais que comme un château. Donc on a ce côté très éclairé, très noble. Toutes les fenêtres donnent plein sud, donc on est dans un endroit dans lequel on peut, un soir de fête, se déplacer avec beaucoup de facilité, donner du prestige à la personne qu'on reçoit, donner de l'envolée à la moindre réception, au moindre accueil. Donc clairement, l'architecture accompagne ce mouvement-là. Pour impressionner ses invités, le maître des lieux possède une botte secrète. La chambre de Louis XIII, avec ses fauteuils, et ce lit de voyage offert par le roi en personne lors d'un séjour à Pénautier. Ce mobilier d'exception n'a jamais quitté cette pièce depuis 400 ans. Les conservateurs qui l'ont expertisé pour le classer, puisqu'il est classé, considèrent qu'il y aurait pas plus de 3 lits à peu près encore dans cet état-là, de cette période-là, aujourd'hui en France. Et donc on est sur un somptueux lit qui était, bien sûr, selon la mode de l'époque, à la fois un outil d'esthétique et de confort, puisqu'on refermait les rideaux pour se tenir au chaud. Et on a à l'intérieur un vaste lit avec une très belle courte pointe en soie, dans un style assez Renaissance. Là, on a des couleurs parfaitement préservées. Vous voyez, souvent dans les tissus de tapisserie de ces époques-là, les verts, les bleus se confondent en une seule couleur. Et là, ici, on a quelque chose de très bien préservé. À quelques encablures de Pénautier, le canal continue sa route vers l'est.
et pénètre dans Carcassonne. Tout comme la célèbre cité médiévale, le canal du Midi fait aujourd'hui partie de l'identité de cette ville. Pourtant, il n'aurait jamais dû la traverser. Car à l'origine, son tracé passait par une écluse située 5 km plus au nord, en pleine campagne. Après des années d'enquête, l'historien Jacques André a retrouvé cette écluse, noyée dans la végétation. Voilà, donc le canal arrivait de Castelnaudary par ici, repartait en direction de la mer par là. Et là, on est vraiment à l'entrée de l'écluse puisqu'on a l'axe de la porte et ici, le logement dans lequel venait s'inscrire la porte une fois qu'elle était ouverte. Ce tracé a été choisi par Riquet tout simplement parce qu'à l'origine, les consuls de la ville de Carcassonne n'avaient pas souhaité participer financièrement au projet. C'était 100 000 livres et donc effectivement, ils avaient estimé que le gain n'était pas suffisant. Le tracé du canal a été modifié au XIXe siècle, ce qui explique qu'il passe aujourd'hui au cœur de la ville. Ça fait déjà à peu près 130 ans que le canal fonctionne à peu près normalement sur le reste du tracé. Et là, les consuls de la ville de Carcassonne se réveillent et ils veulent le passage donc, du canal ici. Mais la référence technique est la même, hein. On est 100 ans plus tard, mais le canal est construit exactement de la même manière. On a 20 mètres au miroir, on a des banquettes de chaque côté, le chemin de halage. Voilà, tout ça s'inscrit dans le schéma classique de ce qu'a voulu Riquet. Alors on arrive un petit peu après la bataille. Effectivement, les retombées seront moins importantes que sur Castelnaudary, Béziers, Agde et bien entendu Sète. Passé Carcassonne, le canal retrouve son itinéraire d'origine. Lorsque Riquet construit ce tronçon au XVIIe siècle, il est confronté à une nouvelle difficulté. Ces dizaines de rivières qu'il va falloir franchir. Il invente alors un ouvrage révolutionnaire. Le pont-canal, construit en 1676. Plus de 400 ouvriers ont été mobilisés sur ce chantier. Régulièrement, il a rencontré des rivières, des cours d'eau qui descendaient, donc notamment la montagne Noire. La difficulté, c'est que les eaux se mélangent. Et donc, quand il y a des orages, et puis c'est souvent des cours d'eau qui sont chargés en limon, qu'est-ce qui se passe? Ils envasent le canal. Donc là, ça perturbe la navigation, il faut tout stopper, il faut assécher la partie du bief concernée, il faut pelleter, enfin voilà. C'est vraiment très compliqué, et surtout, du coup, il y a moins de rentabilité sur le canal. Hein. Donc, pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On invente un pont-canal. Donc là, ça fait partie vraiment des innovations de Riquet. C'est le premier cas, non pas en Europe, parce qu'il existait déjà un exemple en Italie, mais ils ne le savaient pas. Je veux dire, on a la certitude, nous, aujourd'hui, qu'effectivement, c'est quelque chose qui était complètement méconnu. Et à l'époque, les gens s'arrêtaient régulièrement là et regardaient ce spectacle qui, effectivement, était considéré comme la 8e merveille du monde. C'est la première fois qu'on avait donc un canal qui franchissait un cours d'eau. Après ce chef-d'œuvre, le canal se dirige vers Capestan. L'eau passe ici en balcon, quelques mètres en surplomb des habitations. C'est dans ce village qu'a eu lieu au XVIIIe siècle un événement que Riquet n'avait pas prévu. Un soir de 1766, de très violents orages s'abattent sur le Languedoc. Le canal du Midi se remplit en quelques minutes. La pression est trop forte sur les berges. À Capestan, elles finissent par éclater.
et un raz-de-marée déferle sur le village. Pour éviter toute nouvelle catastrophe, on a construit cet ouvrage qui permet aujourd'hui encore de contrôler le niveau d'eau du canal en cas de forte pluie. Vous avez une maçonnerie qui aura de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle un réversoir. Dès que l'eau du canal monte légèrement, dès qu'elle dépasse le niveau de la maçonnerie, elle va s'écouler dans la rigole qui est en bas et qui va permettre donc d'évacuer le trop-plein. On n'évitera peut-être pas une rupture de digue si l'eau monte brutalement et qu'il y a une faiblesse, mais au moins on va en limiter les effets, ne serait-ce qu'en ouvrant les vannes dès que les pluies commencent à être trop importantes. La construction a débuté en 1767 et en 1768 c'est achevé. En fait, ils ont construit ça en même temps qu'ils ont réparé la digue. Et ça a été construit en gros l'année qui a suivi la rupture de la digue. Et depuis, est-ce qu'il y a eu des catastrophes semblables? Non, ça a parfaitement marché. Cette solidité, le canal la doit aussi à ses platanes, plantés au XIXe siècle pour consolider les berges. On en compte près de 40 000 tout le long du tracé. Ils sont devenus l'un des emblèmes du canal du Midi. Mais aujourd'hui, ils courent un grave danger. Depuis quelques années, au printemps, les voies navigables de France mènent une vaste campagne d'abattage. Sous la houlette d'Émilie Collet. Moi, ça me fend le cœur à chaque fois que je viens sur un site d'abattage, bien sûr, de voir ces arbres qui ont 80, 100 ans, parfois un peu plus de 100 ans. Et en une heure, l'arbre il est abattu et on va le brûler, quoi. Donc, c'est vraiment pas de gaieté de cœur quand on vient abattre ces arbres. Si ces arbres sont tronçonnés, c'est parce qu'ils sont condamnés. Un parasite, nommé chancre coloré, les attaque les uns après les autres. Donc là, on voit nettement les traces très typiques de l'avancée du champignon. Donc on a bien affaire à un champignon microscopique qui va rentrer à la faveur d'une blessure, aussi petite soit-elle. Et ensuite, il va se déplacer à la fois en transversale, dans le bois, comme ça, c'est vraiment les traces qu'on voit là. Et ensuite, il va se déplacer aussi de manière longitudinale. Et les traces noires qu'on voit, en fait, c'est lié à l'asphyxie du bois qui se nécrose, en fait, qui meurt. Et progressivement, les vaisseaux de sève deviennent tous bouchés et l'arbre va mourir en maximum 5 ans. Mais nous, le long du canal, on a des cas de figure où des arbres dépérissent en quelques mois. En fait, c'est vraiment ce qu'on a constaté sur le canal, c'est très fulgurant, c'est très très rapide. Le platane a la faculté en fait de souder ses racines et le champignon va profiter de ces soudures racinaires pour passer d'un arbre à l'autre. Donc quand on a un arbre qui est contaminé, on peut considérer que vraisemblablement le voisin, il l'est sans doute déjà ou il va l'être très rapidement. Donc c'est un risque supplémentaire. Donc on a un parasite qui est très très efficace et qui se développe à merveille le long du canal du Midi. Ce parasite est arrivé en France il y a plus de 70 ans. En 1944, les Américains débarquent en Provence. Ils ne le savent pas, mais les caisses de munitions en bois qu'ils déchargent sont contaminées par le chancre coloré. Après 30 ans d'incubation, une épidémie va se déclarer et remonter le long du canal du Midi. Le chancre coloré en fait peut rester actif en dormance éventuellement, mais actif dans du bois qui est mort, donc y compris du bois de palette ou du bois de caisse. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé probablement pour l'introduction du chancre coloré à Marseille, dans des caisses de munitions de l'armée américaine au débarquement. C'était du bois qui avait été traité, qui avait été recalibré, et malgré tout, les spores de champignons sont restées actives. Et quand elles ont été mises en contact avec des platanes, elles ont pu de nouveau attaquer les arbres. Ce qui explique pourquoi on brûle tous les résidus de bois pour vraiment se débarrasser complètement du parasite et qu'il n'y ait plus de bois, plus de support, plus d'hôtes au parasite.
Mais depuis quelques années, l'espoir renaît. De nouvelles espèces d'arbres, résistantes aux chancres colorés, sont plantées peu à peu. Le projet qu'on a développé, il vise à maintenir l'unité paysagère du canal à travers une essence phare, on l'appelle l'essence jalon, qui est le chêne. Et ensuite, sur des grands linéaires, on va venir intercaler d'autres espèces d'arbres pour diversifier la palette végétale. Donc on va avoir du micocoulier, du peuplier blanc, de l'érable, du tilleul également, du pin parasol, sur certains secteurs où il y en a déjà d'ailleurs. Et on va venir diversifier cette palette pour éviter de rencontrer la même problématique qu'aujourd'hui si un jour il y avait une maladie sur un arbre qui serait trop dominant dans le paysage. Dans notre esprit, on travaille pour les générations futures. Ces arbres-là, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont pouvoir les voir tels que nous, on voit les platanes aujourd'hui. Le travail, il est là. Il est vraiment de pouvoir léguer aux générations futures ce dont nous, on a pu bénéficier auparavant. À l'ombre de ces arbres, certains ne cessent de remercier le génie de Riquet. Ouais, allez, on envoie, ligne droite. Voilà, c'est bien, vous êtes bien ensemble. Philippe Casier est entraîneur d'aviron. Riquet a finalement pensé à nous, puisque entre écluses, il nous a fait certains parcours qui font plusieurs kilomètres. Par exemple, ici, on est sur un parcours entre écluses qui fait 9 km, ce qui fait 18 allers-retours, de l'ombre ligne droite. Et puis l'avantage d'un canal, c'est qu'il n'y a pas de vagues, c'est tout le temps plat, c'est tout le temps la même hauteur d'eau. Donc on peut faire de l'aviron tout le temps et on peut en pratiquer toute l'année. La seule contre-indication, c'est si le canal était gelé. Donc merci Riquet. Les pénichelles ne nous embêtent pas du tout. D'abord, elles sont très lentes, donc si on force un peu, on les double. On va beaucoup plus vite qu'elles. Quand nous, on fait de l'aviron après le travail, en général, elles prennent l'apéro pendant qu'on fait du sport. Et puis, elles font des vaguelettes. Ça n'a rien à voir avec une vraie péniche qu'on retrouve sur la Seine, par exemple. Ce matin, la séance est réservée aux rameurs expérimentés. Comme Adrian Mould, un ancien champion de l'université de Cambridge, en Angleterre. Allez Adrien, à toi, vas-y. Allez. C'est parti pour la phase finale de l'entraînement. À pleine vitesse. Les rameurs profitent des longues lignes droites que leur offre le canal. Bientôt, ils arrivent au pied de ces surprenantes falaises. Elles semblent naturelles, façonnées par l'érosion. Mais elles sont artificielles. C'est une falaise que Riquet a creusée. C'est les travaux d'Hercule. À la main, il a complètement remanié le paysage par endroits pour faire le canal. Et du coup, ça nous donne un lieu encore magique une fois de plus. On ressent quand on est sur le canal du Midi de la plénitude. On a le chant des oiseaux, on a le calme de la campagne, on a des paysages finalement très variés puisque là on a les corbières à notre droite, on a des vignes, on a des belles demeures comme on vient d'en passer une. Voilà, c'est le calme et pour autant on peut quand même envoyer comme on dit à l'aviron. C'était génial les filles. On a bien envoyé là. Le canal est superbe aujourd'hui. Il y a des petites vagues qui font sentir qu'on est près de l'eau.
Et il y a des sensations de glisse qui sont vraiment excellentes. On se demande où on pourrait être dans le monde plus beau qu'ici. Les arbres, l'eau, c'est juste magnifique. Un peu plus loin, le canal longe l'étang de Marseillette. C'est ainsi que l'on appelle ce vaste plateau de plus de 2000 hectares. Car à l'époque des travaux de Riquet, un plan d'eau recouvrait la plaine. Il était prévu d'en faire un réservoir intermédiaire pour le canal. Mais finalement, l'eau de la Montagne Noire suffisait. Alors il a été asséché au XIXe siècle pour y installer des rizières, une culture en plein essor à cette époque. « 150 ans plus tard, les rizières de Marseillette existent encore. Avec celles de Camargue, ce sont les dernières encore en activité dans l'Hexagone. Ça, c'est variété de riz rond. Risotto, paella. C'est le jour du semis pour Laurent Malice, le riziculteur de Marseillette. Son activité est artisanale. Même si, contrairement aux rizières d'Asie par exemple, son riz n'est pas semé à la main. On est dans 5 cm d'eau, suffisamment d'eau pour que le riz puisse couler. On le sème directement. Là, on a des techniques super modernes. Grâce au GPS, on peut vraiment faire du travail très précis. Il ne reste plus que la passion et l'amour du travail pour faire un bon résultat. Une culture aquatique, c'est un peu exceptionnel. Surtout, on a face à nous le Minervois, qui est une zone assez aride, et derrière nous, les Corbières, c'est encore plus aride. C'est une petite oasis au milieu de ces deux appellations. Voilà nos premiers riz semés. Alors on voit bien que les grains ont quasiment tous coulé. Il y en a quelques-uns, on voit là, qui sont encore à la surface. Mais ils vont s'alourdir et ils vont finir par descendre. Donc là, on voit que la répartition est bonne. Donc si 50% arrivent à germer, on aura une rizière correcte. À partir de maintenant, l'essentiel de notre travail sera de surveiller les niveaux d'eau. C'est très important. Il y a une gestion du niveau d'eau qui est quotidienne. Dans cette région, il aurait été impossible de cultiver du riz sans le savoir-faire développé par Riquet. C'est en s'inspirant de ses travaux sur le canal que les agriculteurs de Marseillette ont pu irriguer suffisamment leurs champs. Cette eau provient d'une rivière un peu plus loin. Elle est captée, puis acheminée jusqu'à ce mini-barrage par ce tunnel, construit au XIXe siècle. Ce système permet à Laurent Malice d'irriguer toutes ses parcelles, sans exception. Dans cette plaine unique en son genre, même les vignes ont les pieds dans l'eau. Et aller voir des vignes dans l'eau avec les bottes, c'est pas banal quand même. Hein. Chaque parcelle de vigne est drainée. Et à partir de là, on met en eau. Aujourd'hui, c'est en eau. Demain, il n'y a plus d'eau. Après-demain, c'est sec. Voilà, grâce au système de drainage. Alors, pourquoi on arrose nos vignes dans l'étang de Marseillette? Parce que l'épaisseur de terre qui intéresse la plante est très fine. Donc les racines de nos plantes restent en surface. Donc s'il n'y a pas d'eau, très rapidement, la plante n'a pas de quoi vivre avec les ressources du sol. Donc l'eau est absolument indispensable. Quelques dizaines de kilomètres plus à l'est,
Le canal passe à proximité d'un autre ancien étang. L'étang de Montady, qui lui a été asséché dès le Moyen-Âge. Nous sommes ici aux portes de la région de Béziers, avec ses nombreux villages aux allures de Toscane. Comme le Somail, l'un des villages-étapes créés par Riquet au XVIIe siècle. Aujourd'hui, les pénichettes ont remplacé les bateaux de commerce. Mais le Somail est toujours une escale incontournable pour se ravitailler. On trouve ici la seule épicerie du canal, dans cette péniche, installée sur ses quais depuis 20 ans. C'est Gaston de Gois qui tient la boutique. Il vit sur cette péniche depuis 2 ans. Doucement, doucement, doucement. Non, 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 non. Cartouche. Allez, hop. Allez, 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 allez. Le pain qui vient d'être livré par le boulanger. Il est 7h30. Les premiers clients arrivent déjà. Bonjour. 2 paquets. 2 2 Oui, vous voulez des courtes ou des longues? Des longues. Voilà, 2,10 s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci. Pour les gens qui sont en bateau, c'est la course aux écluses en fait. Ils veulent être les premiers à arriver aux écluses pour pas être obligés d'attendre, de faire la queue pour passer l'écluse. Du coup, ils essayent de partir le plus tôt possible et ils viennent chercher leur pain. Des fois, même certains, à 7h30, c'est déjà trop tard. Ils disent « Ah non, non, tant pis, vous ouvrez qu'à 7h30, c'est pas grave, on partira sans croissant. » quoi. Alors, pour les croissants, ça fait 2,05 € et le café, c'est prix libre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez là. 5 centimes peut-être, vous avez? Non? Non, du tout. Pas du tout, ok. 2 paquets. Une cinquantaine de clients défilent au comptoir en 2 heures à peine. C'est l'affluence, car l'épicerie du Somail est réputée sur tout le canal. Et 3 chocolatines. On nous avait dit qu'il y aurait quelque chose ici au Somail. En arrivant, on a vérifié s'il y avait bien un endroit où on pouvait faire nos courses. Alors on s'est arrêté ici pour la nuit. Il est 10h, c'est l'heure des petits producteurs, comme Léa Charras. Bonjour. Bonjour. Oui, le pot belle. Elle travaille dans une chèvrerie à proximité et approvisionne l'épicerie chaque semaine. Voilà. Super. On livre une centaine de clients, que ce soit des supermarchés, puis des petites épiceries comme la Péniche, ainsi que des restaurateurs. Des endroits comme ici, il y en a beaucoup dans votre liste? La Péniche, non, elle est unique. Nickel, j'ai une cagette vide pour vous. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. C'est vraiment une des choses les plus importantes, c'est d'arriver à travailler avec les gens du coin, avec des circuits courts, le moins d'intermédiaires possible et de pouvoir, grâce au tourisme, participer à faire vivre les gens d'ici, quoi. Il y a beaucoup de touristes qui veulent du local, qui ont vraiment cette conscience-là, quoi. La péniche, elle est importante pour le Somail, elle est importante pour le canal, je pense. Elle est très typique et très représentative. On a des gens qui viennent aussi maintenant pour voir l'épicerie. C'est devenu un monument du Somail à part entière. Bonjour. À la semaine prochaine. Ouais. À la sortie du Somail, la Méditerranée n'est plus très loin. C'est ici que s'est écrit l'ultime chapitre de la construction du canal. Nous sommes en 1679. Riquet sent qu'il touche au but. Mais un nouvel obstacle se dresse sur sa route. Une colline. Il pourrait la contourner,
Mais il décide finalement de la traverser de part en part. Il crée le premier tunnel-canal du monde. Le tunnel du Malpasse. À l'époque, personne n'imagine Riquet capable d'une telle prouesse. Et à Versailles, ils sont nombreux à espérer qu'il échoue. À bord de ce bateau, Catherine Jacob, la directrice du site du Malpasse. Pierre-Paul Riquet n'avait pas que des amis. Il a énormément, comme tous les gens de génie, des jaloux qui vont écrire à Colbert et qui vont dire « Mais monsieur Riquet, il est fou. Il a la tête dans le sable, dans une montagne de sable. Il n'arrivera jamais à faire ce fameux tunnel. » Et là où il est fabuleux, vraiment fabuleux, c'est qu'il prend sa décision et dit « On va essayer, on va tenter la chose. » Ne serait-ce que pour ça, c'est extraordinaire. Alerté, Colbert, le puissant ministre de Louis XIV, est fou d'inquiétude. Il veut convaincre Riquet de contourner la colline. Il envoie des émissaires en toute hâte pour suspendre immédiatement ce chantier. Prévenu, Riquet met les bouchées doubles et perce cette colline en seulement 8 jours. Il termine quelques heures à peine avant l'arrivée des messagers. Riquet a encore gagné son pari. Depuis le XVIIe siècle, le tunnel n'a pas changé d'aspect. Il est creusé dans le tuf, une roche très friable, et mesure 200 mètres de long. Imaginons quand même que, bien sûr, pas d'engin. La pelle, la pioche, les mains, les paniers remplis de terre. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Il a tenu tête à tous ses détracteurs. Il était extrêmement têtu, très intelligent. Il savait s'entourer de gens compétents. Et quand les émissaires sont arrivés de Paris, ils ont pu voir et constater qu'une seule chose, c'est que ça fonctionnait. Juste après la sortie du tunnel, le canal pénètre dans Béziers, la ville natale de Riquet. Elle est célèbre pour abriter les 8 écluses de Foncérane, qui s'étendent sur 300 mètres de long. Ce sont les plus longues du parcours. Comme si Riquet avait voulu offrir à sa ville son ouvrage le plus grandiose. Monique Dolin-Dufresnel est une descendante directe de Pierre-Paul Riquet. Elle a écrit plusieurs biographies sur la vie de son aïeul. Riquet a fait ça parce qu'il y a un dénivelé de 25 mètres et ces 8 écluses permettent de récupérer le dénivelé. Ce qui est magnifique, c'est la superposition de ces 8 bassins. Et c'est ça qui donne cette impression de magnificence, c'est monumental, voilà, c'est monumental. Je pense qu'il a voulu marquer le coup à l'égard des habitants de Béziers parce que c'est quelque chose qui n'existait nulle part. Et alors, petite précision, il a fait appel à des maîtres maçons, avec leurs employés bien évidemment, de la région. Et ces maîtres maçons ont passé des contrats devant notaire avec lui pour pouvoir faire telle écluse, telle écluse, telle écluse. Certains en ont fait 2, d'autres 1. Et évidemment, le principe, c'était qu'en prenant des maîtres maçons locaux, ça leur faisait une formidable publicité, ce qui a été le cas d'ailleurs. Bien sûr que quand on descend de Riquet, on ne peut qu'être fier de cette œuvre. Et puis plus ça va, plus je trouve que ce canal du Midi, c'est un joyau.
Mais ce joyau, qui attire chaque année près de 400 000 visiteurs, a aujourd'hui besoin d'être restauré. Juliette Eftek est architecte paysagiste. Ça y est. Chaque semaine, elle doit escalader la grue pour contrôler l'avancée des travaux. L'enjeu de ce chantier est de réguler et de sécuriser l'afflux de visiteurs. Jusqu'à présent, cet espace-là était partagé par tous. Donc les touristes allaient au bord des bassins avec risque de chute indéniable. D'ailleurs, bon, on se demande comment on n'a pas eu plus d'accidents jusque-là. Prenaient leurs photos au milieu des cordages quand les bateaux passaient, etc. Donc il y avait vraiment une problématique de fréquentation à résoudre là-dessus. Les gens jusque-là empruntaient la petite passerelle qui est en face de la maison des éclusiers qui, à la base, n'est réservée que pour les éclusiers. Donc il fallait trouver une façon de réaménager, de mettre en sécurité, de désengorger le lieu et de créer une véritable promenade. Passé Béziers, le canal entre enfin dans sa dernière ligne droite. Mais l'aventure n'est pas encore terminée pour Riquet. Le roi lui a lancé un ultime défi pour parachever son œuvre. À l'embouchure de son canal, au nord-est de l'étang de Thau, il doit construire un port. Une nouvelle ville voit le jour. Sète. Posée entre l'étang et la mer, cette ville, née il y a seulement 3 siècles et demi, a connu une croissance exceptionnelle. C'est aujourd'hui le premier port de pêche français en Méditerranée. Depuis sa création, la ville s'articule autour de ce canal creusé par Riquet. Ce canal peut être considéré comme la fin du canal du Midi. Alors, au XVIIe siècle, il n'y a rien ici. Le canal qui est construit, il est tout seul. La ville de Sète, au départ, elle n'existe pas. Quand Riquet commence à construire le port de Sète, il n'y a absolument rien. Il y a quelques petits pêcheurs qui habitent là, mais c'est surtout le chantier qui va induire la réalisation d'une communauté. Riquet fait construire un certain nombre de bâtiments pour l'organisation du chantier, des logements pour les ouvriers, des logements pour lui aussi, il fait construire sa maison, des écuries, des forges, des magasins pour les poudres. Tout ça se situe de ce côté-là, sur le Mont-Saint-Clair. Et de l'autre côté, on a la plage qui mène à Frontignan. Donc on est sur un endroit qui est encore à conquérir. Pour conquérir ce territoire, pour créer cette ville nouvelle, Riquet doit attirer des habitants. Le roi lui donne alors un coup de pouce. Il exonère d'impôts toute personne qui décide de s'installer à Sète. Riquet entame alors son dernier ouvrage. Une digue monumentale pour protéger le port et la nouvelle ville. Cette digue, que l'on appelle aussi un môle, n'a pas changé de physionomie depuis le XVIIe siècle. Ce grand môle qui est ici, c'est un brise-lames. Le but, c'est de stopper les courants et de permettre à la rade qui est ici d'accueillir des navires qui sont en relâche. Et la matière première pour construire le môle, c'est pas difficile, il suffit de se retourner. Elle est derrière, au niveau de la carrière du Souras, c'est-à-dire qu'on va directement faire exploser la montagne Saint-Clair avec des pétards, ce qu'on utilise à l'époque, des baramines pour faire des trous dans la roche. C'est un calcaire qu'on va utiliser pour construire en rocher, petit à petit, le môle. Il a fallu quand même s'y reprendre à plusieurs fois avant d'avoir un môle solide et qui tient la route, parce que c'est vraiment lui qui protège toute la rade. Le canal est enfin terminé.
après 14 ans de travail acharné. Mais Riquet ne le verra jamais en fonctionnement. Il s'éteint à l'âge de 71 ans, seulement quelques mois avant l'inauguration de son chef-d'œuvre en 1681. Le canal du Midi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Comme un hommage rendu à son créateur, ce collecteur d'impôts, dont le rêve fou a permis de relier l'Atlantique à la Méditerranée.